En Afrique du Sud, dans la région du Limpopo, se trouve une terre ancienne. Une terre baignée d'eau, où la vie bat son plein. La faune a appris à prendre tout ce que ces terres vallonnées et ces cascades avaient à offrir. Au cœur de cette nature, coulent des ruisseaux en cascade pour abreuver la terre et tous les animaux. Les petits comme les grands. Cette terre d'abondance s'appelle le Waterberg. Le Waterberg s'étend d'est en ouest sur presque 150 km. Situé au nord-est de l'Afrique du Sud, il s'étend sur 14 500 km². C'est la première réserve protégée par l'UNESCO de la région. Cette terre existe depuis 2 milliards d'années. Elle est parcourue par des rivières riches en minéraux. Le Waterberg était là avant l'homme. Aujourd'hui, cette terre est au cœur d'un paysage d'une diversité incroyable, composé de plaines verdoyantes, de savanes tropicales, de canyons rocheux, de ravins, et de falaises de plus de 600 mètres de haut. Mais c'est au pied de ces montagnes que l'on trouve les plus grandes richesses. C'est là que la roche poreuse retient l'eau comme une éponge dans des nappes souterraines. Une fois les nappes remplies, l'eau s'écoule sur les parois rocheuses. C'est cette abondance d'eau qui a donné son nom au Waterberg, qui veut dire « eau sur la montagne ». Dans leur chute, les cascades et les ruisseaux s'entremêlent pour former des rivières qui coulent à travers les plaines. Ces rivières, en plus de sculpter le paysage, permettent à des tas d'espèces de survivre. Les ruminants se nourrissent de la végétation luxuriante des plateaux. Dans les régions basses, la savane s'étend à perte de vue. Et partout, il y a de l'eau.
Ruisseaux, rivières, barrages et mares composent le paysage. Et cette nature variée est le théâtre de tant d'aventures. Des combats y sont menés, des femelles y sont conquises, et de nouvelles générations y voient le jour. Mais aucune espèce ne peut survivre sans le Waterberg. La saison des pluies débute en novembre et peut durer jusqu'à 5 mois. Elle est synonyme d'abondance dans le Waterberg. Les animaux ont une seule priorité, se nourrir à en être rassasiés. C'est le moment ou jamais de prendre des forces. Les ruminants se déplacent en troupeau et mangent en quantité. Après des mois de sécheresse, brouter est le meilleur moyen de profiter pleinement du retour de l'humidité. Plus de 200 espèces différentes vivent dans le Waterberg et se délectent chaque jour de sa verdure. Et les éléphants ne sont pas les derniers à en profiter. Leur régime est l'un des plus variés de la famille des herbivores. Ils se nourrissent aussi bien de feuilles que de racines et d'écorces. Mais avec l'arrivée de la saison des pluies, ils préfèrent se concentrer sur les jeunes pousses d'herbe bien sucrées. C'est aussi la saison idéale pour élever les jeunes. Grâce à l'abondance de nourriture, les femelles produisent beaucoup de lait et peuvent facilement subvenir aux besoins de leurs petits. Les jeunes antilopes passent leurs tout premiers jours dissimulés dans les hautes herbes, à l'abri des prédateurs. Mais dès qu'ils ont assez de force pour suivre leur mère, elles rejoignent le troupeau. Et d'ici 4 mois et demi, elles seront totalement autonomes. Pour d'autres espèces vivant dans les plaines, l'arrivée au sein du troupeau se fait plus rapidement. Les femelles blesbok mettent bas entourées des autres membres du troupeau. Les jeunes se relèvent 5 à 10 minutes après leur naissance et marchent 20 minutes après. Ils sont ainsi moins vulnérables
puisque capable de fuir en cas d'attaque. C'est le cas de nombreux ruminants. Les jeunes gnous et les jeunes zèbres apprennent vite. Ils se mettent sur leurs quatre pattes et courent quelques minutes seulement après leur venue au monde. Mais pour le gnou, il ne suffit pas de pouvoir courir. C'est le timing qui compte. 90% des jeunes naissent sur une période de 3 semaines qui coïncide avec le début de la saison des pluies. Pour leur survie, il est préférable qu'ils soient ponctuels. Lors d'une attaque de prédateurs, les gnous ont tout intérêt à se fondre dans la masse du troupeau. Or, les jeunes ont une robe plus claire, qui les rend plus facilement repérables par les prédateurs. Il faudra 2 mois pour que leur robe prenne sa teinte définitive. Entre-temps, certains auront de la chance, d'autres non. Pour certaines espèces, fuir le danger est une priorité. Mais d'autres n'ont rien à craindre des prédateurs. Les rhinocéros blancs protègent farouchement leurs petits. Le jeune rhinocéros passe ses 2, voire ses 3 premières années avec sa mère. Il reste près d'elle, sous son aile, jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau pleine. Mais pour les ruminants, la naissance des petits doit concorder avec le début de la saison des pluies, afin qu'ils aient le plus de chances de survivre. C'est à cette période qu'ils sont les plus nombreux. Malgré cela, les prédateurs guettent. Les lions arpentent la prairie et la savane à la recherche de nourriture. Le troupeau est toujours en alerte. C'est le combat du prédateur contre sa proie. Mais parfois, le danger est plus proche qu'on ne l'imagine. Le zèbre mâle doit freiner les ardeurs d'un rival. Et ainsi protéger son harem de femelles. Les combats peuvent être féroces. Pour s'assurer la victoire, les mâles se mordent et se donnent des coups de patte. Beaucoup de créatures ont élu domicile au Waterberg. Mais pas seulement dans la prairie. C'est dans les montagnes que vit un animal très rare. L'Eriksonia edge.
On pensait l'espèce éteinte depuis les années 80, mais des spécimens ont été découverts sur un petit plateau. Depuis son entrée dans le monde moderne, l'espèce prolifère dans un micro-habitat d'environ 3 hectares. Contre toute attente, l'espèce a réussi à survivre. L'Eriksonia edge a besoin de conditions particulières pour se reproduire. Son cycle de vie est fascinant. Il ne pond ses œufs qu'à proximité de 2 types de plantes. Et il faut qu'une espèce bien particulière de fourmi à sucre ait fait son nid dans les alentours. Les fourmis font leur nid dans le sable, près d'une zone humide. Pour elles, le Waterberg est l'environnement idéal. Ce papillon n'a été vu que dans cette région. Les femelles pondent leurs œufs dans le sable. La chenille vit à l'intérieur du nid de fourmis. Mais à la nuit tombée, les fourmis escortent la chenille à sa plante haute afin qu'elle s'y nourrisse. Les fourmis ne se donnent pas tant de mal pour protéger la chenille sans raison. En se nourrissant, la chenille sécrète au niveau de glandes de son abdomen un miel à sucré dont les fourmis raffolent. Ces dernières font partie des rares animaux qui se nourrissent sur d'autres animaux. Dans cette relation de symbiose, la fourmi et la chenille sont toutes deux gagnantes. Les fourmis peuvent ainsi se nourrir et protéger leur nid. La chenille, quant à elle, se voit offrir un refuge où grandir en toute sécurité. Ensuite, l'Eriksonia edge se change en un magnifique papillon. Ses couleurs vives avertissent les prédateurs du danger. Ce papillon est vénéneux. En se nourrissant sur une plante toxique, la chenille absorbe son poison et le retient quand elle devient papillon. Tous les habitants du Waterberg ne partagent pas ce mode de vie, mais certains sont également menacés d'extinction. Les rhinocéros blancs sont décimés à travers toute l'Afrique du Sud, en raison de la popularité de leurs cornes en Asie. Dans la médecine traditionnelle asiatique, on pense que les cornes de rhinocéros peuvent guérir certaines maladies et garantir une bonne santé. C'est un fléau qui affecte le Waterberg et les parcs naturels de la région. Des mesures drastiques ont été prises et des gardes armés sont postés à différents points de la zone. Pour que les rhinocéros puissent survivre dans la nature, il est indispensable d'arrêter le massacre. Mais pour l'instant, la vie est douce pour les rhinocéros du Waterberg. Ils se nourrissent exclusivement d'herbes et elle y est présente en abondance. Les rhinocéros ne peuvent pas lever la tête plus haut que leurs épaules et leur vue est mauvaise. Ils doivent donc se fier à leur odorat et à leur ouïe pour repérer le danger. Leurs grandes oreilles bougent indépendamment, en fonction de la direction d'où provient le bruit, comme des antennes paraboliques. Puisqu'ils ne peuvent redresser la tête, ils ne peuvent pas non plus nager ou s'immerger totalement dans l'eau.
Les rhinocéros ont un besoin vital d'eau. Ils boivent souvent 2 fois par jour pour étancher leur soif. Les grands mammifères se réunissent souvent autour d'un point d'eau qui leur offre bien plus qu'un moyen de se désaltérer. Les éléphants se grattent pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils le font pour se débarrasser des insectes comme les tiques. Et puis, ça les amuse. Dans d'autres régions du pays, les éléphants peuvent marcher plusieurs jours avant de trouver de l'eau et de la nourriture. Mais ici, dans le Waterberg, ils n'ont jamais soif. Après s'être roulés dans la boue fraîche, les éléphants se mettent en quête d'un endroit où se gratter et déloger ainsi les passagers clandestins. Ils reviennent au même point d'eau d'une année sur l'autre. Et certains troncs d'arbres en portent la trace. Mais quand la démangeaison persiste, il faut parfois insister. La saison des pluies, chaude et humide, est idéale pour la prolifération des insectes. Des nuages de moustiques suivent les troupeaux. Pour les buffles, il y a donc un prix à payer en contrepartie de cette abondance d'eau et de nourriture. Le plus grand mammifère de la prairie a développé une technique pour éloigner les envahisseurs. Après s'être immergés dans l'eau, les éléphants s'aspergent de terre pour protéger leur peau des piqûres d'insectes. Les insectes sont un désagrément pour beaucoup, mais aussi une chance pour d'autres. La néphile dorée se tient prête. C'est l'une des plus anciennes espèces d'araignées. Elle est connue pour tisser la plus solide des toiles. Cette toile, composée de soie jaune, est entretenue chaque jour pour qu'elle soit aussi collante que possible. Le succès est au rendez-vous. Elle injecte son venin neurotoxique pour immobiliser la victime. Avant de l'envelopper de soie et de l'emmener dans son nid à l'abri. À cette période de l'année, le Waterberg regorge de nourriture. L'araignée peut bien en garder un peu pour plus tard. Partout dans le Waterberg, les prédateurs ne laissent pas une miette du festin. Les Gyrinnidae se nourrissent d'insectes aquatiques. Leurs yeux composés leur permettent de voir sur et sous la surface de l'eau. Leur rapidité de mouvement les aide à échapper aux prédateurs. On peut apercevoir leurs ombres sur le lit de la rivière.
Tous profitent de cette opulence. Mais le pique-bœuf à bec rouge tire vraiment son épingle du jeu. Il élit domicile sur un hôte et le débarrasse de ses parasites. Les tiques, les puces et les autres ne résistent pas à l'agilité de son bec. L'espèce a évolué pour s'adapter parfaitement à son environnement. Leurs griffes et leurs pattes courtes leur permettent de s'agripper à l'animal. Pour se nourrir, ils brossent les poils de ce dernier avec leur bec. Cette technique, dite du ciseau, est très efficace pour trouver de la nourriture. Mais il se dit que certains pique-bœufs à bec rouge auraient un côté plus sombre. Certains spécimens ont été vus se nourrissant dans des plaies. Certains pique-bœufs à bec rouge auraient développé un appétit pour le sang en mangeant des tiques. Ils ont été vus en train d'ouvrir des plaies cicatrisantes sur leur animal hôte pour boire leur sang. En gardant la plaie ouverte, l'oiseau s'assure une réserve en nourriture, mais expose aussi son animal hôte aux infections. La serviabilité du pique-bœuf à bec rouge est finalement assez discutable. Dans tout le Waterberg, les créatures ont dû s'adapter pour trouver de la nourriture. Certains animaux chassent le jour, tandis que d'autres chassent la nuit. Comme le galago. Le jour, les galagos dorment en groupe, pouvant compter jusqu'à 7 individus. La nuit, ils chassent seuls. Ils se nourrissent presque essentiellement de sève, surtout pendant les mois d'hiver. Mais ce soir, il n'y a pas que de la sève au menu. La prolifération d'insectes attire l'attention des galagos. Avec leurs longues pattes arrière et leurs petites pattes avant, ils peuvent facilement attaquer depuis des branches verticales. Ils se nourrissent d'insectes divers. Ce sont des prédateurs nocturnes redoutables. Pour ces mammifères, il n'est pas uniquement question de subsistance. Un groupe de vervets se prélasse au soleil. On les trouve en Afrique du Sud comme en Éthiopie. Et ils sont nombreux dans le Waterberg. Ils vivent en groupe et sont des animaux très sociables. Pour souder leurs liens, les vervets s'épouillent. Les membres d'une même famille le font pour se débarrasser les uns des autres des parasites. Mais l'épouillage est aussi une technique de séduction courante utilisée par les mâles pour se rapprocher des femelles. Et elle est vitale pour la prospérité du groupe. La saison des pluies apportera aux vervets pléthore de fruits pour subsister pendant la saison sèche.
Malgré cette abondance d'eau et de richesse, certaines créatures trouvent leur bonheur sur la terre ferme. Ce pic barbu est à la recherche de nourriture. Il utilise sa langue pointue et acérée pour attraper sa proie. Contrairement aux autres insectivores du waterberg, le pic barbu se nourrit toute l'année d'insectes et de larves vivant dans les troncs d'arbres. Le pic barbu tambourine sur les arbres avec son bec pour localiser sa nourriture, établir son territoire et attirer un partenaire. Le tronc creux projette le son comme un mégaphone. Voici un autre habitant à plumes du waterberg qui se moque bien de toute cette eau. D'ailleurs, le Bucorvidae n'a pas besoin de boire. L'eau présente dans sa nourriture lui suffit. Ces créatures étranges sont les plus gros Bucorvidae du monde. Ils peuvent vivre plus de 60 ans. Ils passent l'essentiel de leur journée à arpenter la savane en quête de nourriture. Les Bucorvidae sont carnivores. Ils se nourrissent d'insectes, de reptiles, d'amphibiens, de petits mammifères et même de petits oiseaux. Ils vivent en groupe comprenant jusqu'à 12 individus. Ils occupent de vastes territoires pouvant mesurer 100 km² qu'ils défendent énergiquement. Pour chaque groupe, il y a un couple reproducteur. Leur taux de reproduction est l'un des plus faibles au sein de la grande famille des oiseaux. En moyenne, on compte une naissance tous les 9 ans. Les femelles pondent 2 œufs à 3 à 5 jours d'intervalle. Le premier oisillon qui sortira de sa coquille aura l'ascendant sur le second, qui sera tué par ses frères et sœurs ou mourra de faim. Il faut 6 ans à l'oisillon pour atteindre sa taille adulte. Ces oiseaux peuvent survivre dans les environnements les plus hostiles. Mais au waterberg, ils sont comme des coqs en pâte. L'eau ne joue pas toujours un rôle décisif, mais son pouvoir est grand. La plupart des animaux ne pourraient survivre sans. Le niveau de l'eau au waterberg dépend de la fréquence des pluies. Mais à certains endroits, l'eau est présente en permanence. Les rivières et les mares ne se tarissent jamais. Ces zones humides abritent de nombreuses espèces. Mais une espèce en particulier y est plus présente que les autres. Les rivières, les ruisseaux et les mares du waterberg abritent des oiseaux de toutes sortes et de toutes tailles. Les vanneaux indiens sont postés au bord du point d'eau. Les oiseaux terrestres ne s'aventurent jamais dans des eaux plus profondes.
Cette zone est réservée aux vrais oiseaux d'eau. Contrairement aux vanneaux indiens, le canard à bosse flotte à la surface de l'eau. Cela lui permet d'atteindre les herbes aquatiques et les nénuphars. Certaines espèces sont véritablement faites pour vivre sur l'eau. Les cormorans se nourrissent exclusivement de poissons. Leurs plumes leur assurent de s'immerger dans l'eau et de nager pour attraper leur proie. Après avoir pêché, les cormorans prennent la pause. Ailes déployées et cou tendu. En plus de leur permettre de sécher leur plumage, cette pause aiderait à la digestion. Les Aningidae et les grèbes pêchent de la même façon. On les trouve aussi aux abords des points d'eau permanents du Waterberg. Alors que certaines espèces savent évoluer sous l'eau, d'autres se sont adaptées à la vie en surface. Le jacana d'Afrique cherche sa nourriture et se déplace en marchant sur des nénuphars. Il y construit même son nid. Il se déplace sur les nénuphars grâce à ses longs doigts qui répartissent le poids de son corps et l'empêchent de couler. Cette évolution lui a permis de conquérir un nouvel habitat peu apprécié des autres espèces et ainsi de profiter d'un large choix d'insectes. Les oiseaux ne sont pas les seuls à se nourrir ici. Les hippopotames passent le plus clair de leur temps dans l'eau et se sont bien adaptés au milieu aquatique. Ils replient leurs oreilles pour s'immerger et les déplient une fois à la surface. Leurs yeux sont placés au sommet de leur crâne pour dépasser de la surface de l'eau. Leurs narines se ferment lorsqu'ils nagent. Les adultes peuvent rester jusqu'à 5 minutes sous l'eau. Ils remontent à la surface instinctivement, même pendant leur sommeil. Ils sortent de l'eau la nuit pour se nourrir et passent leur journée à digérer, à dormir et à socialiser. Les hippopotames sont faits pour vivre dans cet environnement aquatique. Les jeunes savent même téter sous l'eau. D'autres espèces dépendent de ces oasis qu'offre le Waterberg. Ces dinosaures des temps modernes ont évolué pendant des millions d'années. Les oreilles du crocodile ne forment plus que 2 fentes et ses yeux sont recouverts d'une membrane protectrice. C'est le roi des prédateurs d'eau douce.
il reste posté sous l'eau et attaque sa proie quand elle s'approche pour se désaltérer. Grâce à ses rangées de dents acérées, il emmène sa proie dans les profondeurs et la retient jusqu'à la noyade. De nombreux animaux dépendent de l'eau, car elle leur procure de la nourriture. Les crocodiles ne sont pas les seuls reptiles à arpenter le Waterberg. Les varans se prélassent au soleil. Comme les crocodiles, ils ont besoin de se réchauffer avant de partir chasser. Ils se sont parfaitement adaptés à leur habitat. Une fois réchauffés, ils se postent au bord de l'eau pour pêcher. À l'aise aussi bien sur terre que dans l'eau, ils possèdent une queue longue et puissante. Leurs longs doigts et leurs griffes acérées sont très utiles pour attraper leur proie. Ils ne sont pas les seuls à rôder autour du point d'eau en quête d'un repas. Mais leur patience sera vite récompensée. Les varans, les ombrettes africaines et les hérons ont chacun leur technique. Mais le résultat est toujours le même. Le Waterberg jouit d'une grande diversité d'habitats et d'espèces. Des espèces préhistoriques et mortelles, des espèces étranges et magnifiques, toutes dépendantes de l'eau du Waterberg qui leur fournit abri
et nourriture. L'eau est intarissable ici, dans les montagnes de la vie. Il y a 2 milliards d'années, une météorite géante s'écrasait sur la Terre et libérait une énergie capable de vaporiser la roche. Ne restait qu'un site totalement dévasté et ses multiples répercussions sur l'Afrique. Mais au fil du temps, la vie reprit ses droits sur ces terres arides. Et aujourd'hui, le passé du cratère est presque oublié. Ce paysage créé il y a tant d'années est devenu un refuge pour la faune et la flore exceptionnelle du dôme du Vredefort. Les prairies du plateau intérieur de l'Afrique du Sud abritent une merveille méconnue. Avec ses 300 km de largeur et ses 10 km de profondeur, le cratère de Vredefort est chargé d'histoire. Il est né de la collision d'une météorite géante avec la Terre lors d'un des chocs les plus violents subis par notre planète. On estime que l'énorme masse rocheuse devait faire 10 km de diamètre et se déplacer à une vitesse de 72 000 km/h. Au fil du temps, les cicatrices du cratère se sont refermées. Et la vie est revenue sur ces terres dévastées. Elle a même prospéré. Les marques de l'impact ne sont plus visibles que du ciel. Au centre de la collision, s'est créé le dôme de Vredefort. Ces roches ancestrales sont désormais entourées de prairies fertiles. Des rivières et des zones humides permettent à la vie de s'épanouir. Aujourd'hui, le dôme de Vredefort est le point culminant de ce paysage. Aux alentours, les prairies aux herbes ondoyantes révèlent parfois l'histoire du cratère. De gros rochers ronds en granit, imbriqués dans une couche noire et lisse d'obsidienne, témoignent de la force colossale de l'impact qui liquéfia les roches. Les affleurements servirent parfois de support à l'expression des tout premiers artistes. Des gravures ancestrales faites par des bushmen qui s'abritaient là attestent de la richesse de la faune et de la flore. Le cratère de Vredefort semble avoir joué un rôle déterminant dans l'évolution humaine.
Certains pensent même que sans les changements majeurs en termes d'évolution liés à cet impact, nous ne serions pas là aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ce cratère nous a fourni un abri, de la nourriture et parfois même la fortune. Ces tunnels ont été creusés il y a des décennies par des chercheurs d'or. Le choc de la météorite a fracturé la roche en profondeur, repoussant les réserves d'or de l'Afrique du Sud loin sous la surface. L'or fut ainsi préservé de l'érosion et permit à l'Afrique du Sud de devenir le premier exportateur mondial de ce métal précieux. Devenus improductifs, ces tunnels ont été abandonnés et sont devenus des abris. Des rhinolophes s'y sont installés. Ces chauves-souris se nourrissent d'insectes qu'elles attrapent au vol la nuit. Elles ne sont pas les seules à se réfugier dans ces tunnels. Le crapaud cavernicole s'abrite aussi dans leur pénombre. Même dans les profondeurs de la montagne, la vie s'épanouit. La géographie et la végétation unique du dôme de Vredefort en font un endroit privilégié pour la faune et la flore. Les herbages sont majoritaires sur le plateau intérieur de l'Afrique du Sud. À cet endroit, les anciennes montagnes forment des îlots, où prolifèrent des espèces qu'on ne trouve pas habituellement dans les grands espaces. Sur le versant de la montagne, un couple de traquets à ventre roux chante. Ces oiseaux territoriaux défendent une partie du versant. Et ce couple a une bonne raison d'être méfiant. Ils protègent de nouveaux arrivants. Leurs oisillons commencent juste à découvrir la vie hors du nid. Les collines favorisent la croissance de plantes à fleurs et d'arbres qui attirent d'autres habitants, comme les capricornes ou les koudous. Ces majestueuses antilopes se nourrissent de feuilles d'arbres et de buissons. Rarement présentes dans les herbages, elles sont attirées ici par la nourriture. Elles ne sont pas les seules à quitter les plaines plus basses. Avec leurs 5 mètres de haut, les girafes ont accès au meilleur de la canopée. Pouvoir atteindre toutes les feuilles d'un arbre leur donne un avantage certain quand les ressources diminuent. La végétation de la montagne convient autant aux plus imposantes qu'aux plus petites des créatures. Les hannetons se nourrissent en passant de fleur en fleur. Chemin faisant, ils transportent le pollen et pollinisent ainsi les plantes. Et tout le monde est gagnant, les fleurs comme les hannetons. Mais les hannetons cherchent un repas plus copieux. Et par ici, c'est facile à trouver. Les fleurs de la Protea repens sont réputées pour leur abondant nectar sucré. Et ce ne sont pas les hannetons qui nous contrediront. Cette plante n'est pas seulement une source de nourriture pour les insectes.
Elle participe à un échange exceptionnel. Sur ces tiges à l'écorce dure pousse un gui parasite. Il pousse directement sur la protéa, tirant ses nutriments de son hôte. Mais le gui est lui aussi une plante hôte. La chenille du papillon saphir ne vit que sur les feuilles du gui de la protéa. Et elle s'en nourrit jusqu'à ce qu'elle soit prête à entamer sa métamorphose. D'ici 2 à 3 semaines, cette humble chenille va se transformer en magnifique papillon saphir. Ce papillon n'est rien sans le gui de la protéa. Sans lui, il ne pourrait survivre. Si on trouve le papillon saphir ici au dôme de Vredefort, c'est grâce à cet environnement très particulier, créé par l'impact d'une météorite il y a bien longtemps. Plus d'une centaine d'espèces de papillons vit aujourd'hui sur ces 300 km². C'est 2 fois plus que dans tout le Royaume-Uni. Et ils ne vivent pas ici que pour les plantes hôtes. La sélection sexuelle de beaucoup de papillons s'appuie sur un comportement particulier. Les mâles volent très haut dans la montagne et vont se poser en évidence. Puis, ils attendent qu'une femelle passe. À ce moment-là, le mâle se lance dans un ballet de séduction. Voler jusqu'au sommet d'une colline démontre ses capacités physiques et en fait un partenaire de choix. Ces montagnes procurent nourriture et abri à tout un éventail d'animaux parfaitement adaptés à cet écosystème unique. L'un des plus grands fleuves d'Afrique du Sud sillonne le cratère de Vredefort. Cette source d'eau vitale, c'est le Vaal. Il chemine sur plus de 1000 km vers l'ouest pour aller se jeter dans l'océan Atlantique. Son cours passe à travers le cratère, fournissant un habitat naturel à un certain nombre d'animaux. Les ibis sacrés se lèvent tôt et profitent au maximum de la rivière. Le groupe sonde la boue à la recherche de crabes, de vers, de grenouilles et de toute autre proie disponible. Plus tard dans la journée, ils iront chasser dans les herbages. Le fleuve attire toutes sortes d'oiseaux. Des hoche-queues au canard à bec jaune. Un varan du Nil profite du soleil matinal. Il fait 1 mètre de long, la moitié seulement de sa taille adulte. Animal à sang-froid, ce reptile a besoin de se réchauffer au soleil afin de pouvoir aller chasser. Le plein d'énergie fait, il part à la recherche de son déjeuner. Entouré de prédateurs, le Maali à sourcils blancs
ne veut prendre aucun risque. Il construit son nid dans les branches les plus hautes d'un arbre épineux. Dans cette région couverte d'herbe, il lui est impossible de manquer de matériel. Mais le Maali se montre très exigeant. En effet, son nid lui servira à attirer un partenaire. Deux entrées permettent au Maali de fuir rapidement si un prédateur trouve son nid. Néanmoins, une fois qu'il se sera accouplé et que la femelle aura pondu, il refermera une des deux issues pour mieux les protéger. Un cardinal rouge mâle parade également. Lui ne compte pas uniquement sur ses talents de bricoleur. Pendant la saison des amours, ses plumes deviennent rouge vif pour attirer les femelles. S'il a du succès, il pourra s'accoupler avec 8 femelles en une seule saison. Tout au long de la journée, de nombreuses espèces se rendent à la rivière. Mais toutes n'y vont pas pour se nourrir. Les libellules s'accouplent sur les eaux stagnantes. Le mâle dispose d'appendices sur la queue avec lesquels il maintient la femelle, souvent pendant plus d'une heure. Ces appendices s'insèrent parfaitement dans des dépressions situées à l'arrière de la tête de la femelle. Chaque espèce a son propre système d'attache. Une fois l'accouplement terminé, le mâle a encore du travail. La femelle commence à pondre et le mâle reste fermement accroché. S'il partait, un autre mâle enlèverait le sperme et s'accouplerait avec la femelle. Il reste donc attaché à elle jusqu'à ce qu'elle ait fini de pondre. Ces os sont utiles à diverses formes de vie. Le héron Goliath est le plus grand des hérons et il lui faut une grande quantité de nourriture, ce qui ne l'empêche pas d'être très sélectif. Il passe jusqu'à 75% de son temps immobile à attendre qu'une proie à sa convenance passe à sa portée. Sous le brûlant soleil d'Afrique, ces oiseaux ne régulent pas leur température par la sudation. Ils ont développé une technique appelée palpitation gutturale, qui s'apparente au halètement des chiens. Ils se rafraîchissent en agitant rapidement l'air dans une poche située dans leur gorge et riche en vaisseaux sanguins. Le Vaal est un élément primordial du paysage du Wrede-Fort. Il fournit l'eau indispensable à la vie. Il suit vers l'ouest son long chemin jusqu'à la mer, à travers les prairies du Highveld.
Durant les mois d'été, les herbages tout autour du cratère de Vredefort s'animent. Les pluies sont tombées et la nature renaît. Les plaines herbeuses, qui sont restées endormies pendant l'hiver froid et sec, se réveillent. Et les animaux retrouvent leur vivacité. À première vue, ces herbages sont plats et uniformes. Mais ils abritent des espèces variées et uniques. Un euplecte à longue queue mâle cherche à s'accoupler. En traînant son énorme queue derrière lui, il fait étalage de sa force. Les mâles sont territoriaux. Ils se posent en hauteur pour signaler leur présence. Avant de prendre leur envol pour parader. Les plumes de leur queue peuvent atteindre 50 cm de long et elles forment une traîne derrière eux quand ils survolent leur territoire. Certes, sa queue est encombrante, mais ses efforts vont sûrement payer. S'il a du succès, il parviendra à s'accoupler avec 5 femelles au cours de l'été. Ces herbages accueillent aussi bien l'étrange que le merveilleux. Le rhinocéros blanc est le plus gros herbivore du monde et le plus gros animal à se nourrir exclusivement d'herbes. Les jeunes pousses de l'été, très nutritives, changent son repas en festin. Dans les plaines, les animaux profitent de cette éclosion de vie. Les serpentaires utilisent leurs pattes comme des armes pour tuer en les piétinant des proies de bonne taille, y compris des serpents venimeux. Ce couple semble particulièrement affairé. Avec 2 bouches à nourrir, ils ont du pain sur la planche. Une famille de chiens de prairie ne perd pas les serpentaires de vue. Leurs petits peuvent devenir des proies de choix pour ces prédateurs. Heureusement pour les oisillons, ils naissent à un moment d'abondance. Pour la femelle rhinocéros et son petit, les herbages ne présentent que peu de danger. Dans la nature, les adultes sont pratiquement invincibles. Ils ont des cornes acérées et une peau très épaisse, trop dure pour la plupart des prédateurs. Mais les petits sont plus vulnérables. Leur mère les surveille de près tant qu'ils ne sont pas assez grands pour se défendre seuls. Pour des espèces plus petites, ces grands espaces peuvent poser problème. Elles y sont exposées aux prédateurs.
Les chiens de prairie se sont adaptés aux dangers des herbages en construisant des terriers souterrains. Mais quand aucun prédateur n'est dans les parages, ils refont surface. Ces animaux extrêmement sociables vivent en groupe pouvant compter jusqu'à 19 individus. Ce qui explique l'importance des activités sociales quotidiennes. Les mâles vivent à part et ne rejoignent les femelles qu'en période d'accouplement. Le reste du temps, les femelles dominantes vivent avec 9 jeunes au maximum, ainsi que les progénitures de toutes les femelles. Quand la nourriture est abondante et que les prédateurs sont loin, la vie de famille est paisible. Un autre fouisseur exceptionnel a choisi de vivre sous ces vertes prairies. Il s'agit d'un lézard géant couvert d'écailles, appelé le cordile géant. Il est le seul zoonure à créer un terrier. Les autres lézards vivent sur ou dans les rochers. Mais ici, dans ces herbages, les abris en pierre convenables sont rares. Ainsi, si un prédateur attaque, ce lézard s'enfonce sous terre. Tout près, un faucon de l'amour chasse. Quand on vit dans les herbages, il est important de savoir reconnaître ce qui représente un danger et ce qui n'en représente pas. Et ce faucon de l'amour se nourrit presque exclusivement de scarabées, sauterelles et autres petits insectes. Ces insectes pullulent dans les herbages. Cette nourriture abondante permet à un nombre remarquablement grand de faucons de vivre ici. Pour ce couple de serpentaires, la vie est plus difficile. Ils ont besoin de proies plus grosses et plus nombreuses. Les oisillons ont de plus en plus besoin de nourriture. Mais leurs parents devront attendre encore 2 mois avant de les voir arpenter seuls les herbages et de pouvoir reprendre une vie normale. Chercher de la nourriture représente une part essentielle de la vie animale. Une espèce a développé une façon particulière de subvenir à ses besoins. Après la pluie, les papillons se rassemblent autour des flaques d'eau. Une fois qu'ils ont bu tout leur saoul, il se passe une chose surprenante. Ils excrètent un liquide. Cette méthode permet aux papillons de filtrer l'eau. Ils absorbent ainsi les nutriments vitaux sans avoir à stocker tout le liquide. Différents insectes utilisent aussi cette méthode pour obtenir l'humidité et les nutriments dont ils ont besoin. Là où on voit beaucoup de papillons, il y a aussi beaucoup de chenilles. Et celles-ci sont en danger dès le premier jour. Mais les chenilles ont développé de nombreuses stratégies pour éviter de se faire manger. Certaines se cachent, d'autres affrontent l'ennemi. Celles-ci ont de longs poils fibreux qui leur permettent d'infliger des piqûres pénibles aux intrus. D'autres comptent sur leurs plantes hôtes pour les protéger. Ainsi,
la Biblia ilitia se nourrit d'épines qui repoussent les prédateurs. Le papillon monarque a élevé l'utilisation du poison en art. Pendant sa métamorphose, sa chenille stocke dans ses tissus les toxines de sa plante hôte. Et les papillons adultes sont aussi immangeables que les chenilles. Cela fonctionne tellement bien pour les monarques que d'autres papillons les imitent. Même s'ils ne sont pas toxiques, les prédateurs le pensent et les évitent. Dans la nature, les rapports prédateur-proie sont source d'évolution. Une famille de suricates fait le guet. Les suricates vivent en groupes familiaux composés d'une femelle dominante, de son mâle, et de plusieurs générations de petits. En période d'abondance, un groupe peut compter jusqu'à 30 individus. Plus la famille est nombreuse, plus il y a de paires d'yeux pour repérer les prédateurs. Au moindre signe de danger, ils se mettent à l'abri dans leur terrier. Mais parfois, ils décident d'affronter le danger, même si cette imposante autruche n'en représente aucun. Les herbages du cratère de Vredefort sont parsemés de marécages et de cuvettes. La présence permanente d'eau attire les animaux des alentours. L'eau est toujours synonyme de vie. La grenouille xénope du Cap se régale d'insectes de surface. Même si la vie est disséminée tout autour du cratère, que ce soit dans les montagnes, les rivières ou les marécages, la plupart des animaux se trouvent dans les herbages. Les plaines accueillent les animaux brouteurs. Les gnous noirs vivent en groupes de femelles et de jeunes qui se déplacent sur les territoires des mâles adultes. Pendant la saison des amours, les mâles regroupent les femelles en harem sur leur territoire, avec la ferme intention de s'accoupler avec chacune d'elles. Mais pour cela, ils doivent les surveiller étroitement. Au XIXe siècle, les gnous noirs étaient au bord de l'extinction. En 1870 et 1871 seulement, les peaux de près de 500 000 gnous noirs, blessboks et zèbres furent exportés depuis le port de Durban. Avant cette chasse à outrance, ces trois espèces étaient les plus nombreuses, avec les springboks, dans les prairies d'Afrique du Sud, formant des troupeaux de milliers d'individus. Désormais, on ne les trouve plus que dans des poches disséminées entre les immenses terres agricoles. Malgré l'apparente abondance de nourriture, beaucoup de ces herbes hautes sont fibreuses et peu nutritives. Les animaux dont elles constituent le régime alimentaire sont parvenus à s'adapter à ce piètre fourrage. Les blessboks sont exclusivement brouteurs. Ils sélectionnent les herbes qu'ils mangent selon les nutriments qu'elles contiennent.
Pour assurer leur survie, les springboks complémentent leur alimentation avec toutes sortes d'herbes succulentes et de buissons. Il existe un autre herbivore plein de ressources. Le buffle. Essentiellement brouteur, il mange toutes sortes d'herbes. Les buffles mâchent, avalent, régurgitent et mâchent à nouveau l'herbe pour en casser la cellulose. Afin de tirer le maximum de leur repas. On trouve souvent des zèbres et des gnous au même endroit, car il y a peu de concurrence entre eux. Les zèbres ont développé un système digestif qui est expert dans l'extraction des nutriments et des protéines des herbes fibreuses. Ils dégagent ainsi des zones dans lesquelles vont pouvoir pousser des herbes plus petites et plus tendres que les gnous peuvent manger. Dans ces herbages, chaque animal a trouvé sa place spécifique, ce qui permet à tous de coexister pacifiquement. Mais parfois, la paix est rompue. Deux girafes mâles se battent pour le pouvoir. Les os très durs de leur tête peuvent causer des blessures graves. Les combats durent parfois des heures avant qu'un vainqueur n'émerge. Un problème rencontré par tous les animaux dans ces grands espaces est l'absence de cachette. Certains se protègent au milieu de grands groupes d'animaux. Mais ils sont tous taillés pour la course. Dans ces grands espaces, quand on les surprend, leur premier réflexe est de fuir. Mais les prédateurs ont disparu depuis longtemps du cratère. Et c'est seulement leur instinct qui les pousse à courir. Cette stratégie contraste totalement avec celle du buffle, bien plus corpulent. Lui est tout en puissance. En cas d'alerte, le troupeau se met rarement à courir. Les mâles comme les femelles disposent de cornes puissantes. Les femelles s'en servent surtout pour se protéger. Les mâles les utilisent pour combattre et pour assurer leur domination dans le troupeau. Ces combats établissent la hiérarchie très stricte du groupe. Le vainqueur a le droit de se tenir au centre du troupeau. Les faibles sont les plus éloignés du centre et les plus exposés au danger. Pour ces deux vétérans, vivre seul multiplie les dangers.
Les herbages abritent de nombreux géants, dont la plus grande antilope du monde, l'éland. Leur lutte pour le pouvoir se fait généralement sans violence. Le statut dépend de particularités physiques facilement reconnaissables. L'une d'elles est la taille du fanon, cette peau qui pend sous leur cou. Les mâles adultes frottent aussi la touffe de poils qu'ils ont sur la tête dans la poussière et l'urine, la rendant compacte et nauséabonde. Cette odeur forte est associée à la force et au pouvoir. Comme beaucoup d'animaux des prairies, les élands continuent à fuir instinctivement. Ils fuient le danger. Mais contrairement aux antilopes plus petites, ils ne sont ni rapides ni endurants. Ils s'arrêtent donc rapidement et affrontent le danger, entourant leurs petits pour les protéger. Protéger sa famille est un combat quotidien pour la plupart des occupants des herbages. Le bubal roux mâle établit un territoire pour protéger ses femelles et ses petits. Leur excellente vue les aide à détecter les intrus et les prédateurs. Leurs troupeaux sont très organisés. Les femelles établissent la hiérarchie et les jeunes peuvent rester près de leur mère jusqu'à 2 ans et demi. Mais ce grand nombre de brouteurs attire un encore plus grand nombre d'insectes, tout particulièrement à la saison des pluies. Même les animaux les plus résistants en souffrent. Les zèbres les chassent entre autres à coups de queue. Mais ils ont une autre méthode ingénieuse, leur fameuse rayure. Les mouches suceuses de sang repèrent leur proie visuellement et sont attirées par les grandes zones d'une seule couleur. Les rayures brouillent leur perception et, de ce fait, les zèbres sont moins piqués. Les mouches ne sont pas les seules à sucer le sang. Les tiques pullulent. Dépourvues d'ailes, elles s'installent au bout des herbes et elles attendent qu'une proie passe à leur portée pour lui grimper dessus. Heureusement, dans un fragile équilibre de défense, les animaux des herbages sont relativement immunisés contre les maladies véhiculées par ces parasites. C'est le cas des babouins. Ces primates ont 2 atouts dans leur lutte contre les parasites: la coopération et les pousses opposables. Ces 2 éléments sont essentiels à l'épouillage, une activité qui maintient le lien social et par la même occasion permet de se débarrasser des tiques. Il y a des millions d'années, un primate un peu plus évolué est descendu des arbres et est parti à la découverte des herbages d'Afrique du Sud. Peut-être attiré par les grands espaces de chasse et de nouveaux territoires à conquérir. Les terres du cratère de Vredefort sont peuplées d'animaux fascinants, du plus petit au plus grand.
C'est un monde loin d'être uniforme. Au contraire, il est riche de multiples détails et d'exceptions incroyables. Des chenilles minuscules aux rivières puissantes. La vie s'y développe à profusion. Un moyen de ne pas oublier que chaque espèce survit dans un espace-temps qui remonte aux origines du monde.